dans le cadre d'une semaine d'action à Strasbourg, de 7 jours de présence, avec du côté justement de l'action des citoyens de base comme moi, mais dans le cadre d'associations comme Stop Fessenheim et Greenpeace. Et je les remercie encore pour leur préparation et participation. Que ça se passe, c'est la troisième et dernière rencontre débat. Il y en a eu 3 donc. Mardi soir, nous avons été au cinéma Odyssée avec le film Tous Cobayes qui nous a parlé globalement du nucléaire et des OGM, des problèmes communs, et qui a mis le point plutôt sur Fukushima, on va dire. Ensuite, hier soir, nous avons eu Eric Schulz, le conseiller de Strasbourg, qui était à Fukushima en mission et qui nous a parlé à travers un diaporama de retour de Fukushima aussi. Et ce soir, et encore une fois merci à M. Badevant, nous allons nous centrer plus spécialement sur notre centrale alsacienne, les problèmes qu'elle pose, et puis peut-être, voilà, je laisse de façon libre le propos du professeur Badevant. Il a choisi avec moi l'intitulé « Stoppons Fessenheim immédiatement ». Merci à vous, professeur, et à vous. Et Fessenheim, comme a dit M. Rosenzweig, ça fait très longtemps qu'on parle de Fessenheim parce que c'est une vieille centrale, parce que elle a été construite en zone sismique. C'était une sottise. Alors, elle a été décidée par le général de Gaulle en 1967, oui, c'est pas hier, et il l'a mise là parce que c'était une espèce d'hommage à l'amitié franco-allemande, retrouvée, etc. C'était à 1,5 km de l'Allemagne, il croyait faire bien. Et à ce moment-là, on ne se rendait pas compte du tout des problèmes. Pendant très longtemps, depuis au moins 10-15 ans, on parle de Fessenheim parce que, comme vous le disiez, M. Rosenzweig, c'est une centrale qui est vétuste construite sur une faille. Il y a eu un terrible tremblement de terre en 1356, si je ne me trompe pas, puis un autre en 1732. Et alors, en réalité, ça a été complètement métamorphosé, le débat a été complètement métamorphosé par le désastre de Fukushima. Pourquoi est-ce que ça a changé? C'est plus du tout les mêmes arguments, enfin, certains sont analogues, mais on a compris une chose avec Fukushima, une chose nouvelle sur le nucléaire civil. Vous me direz pourquoi pas de Tchernobyl. À Tchernobyl, on a compris que le nucléaire civil était dangereux. Vous direz que les physiciens, les ingénieurs avaient compris à Three Mile Island aux États-Unis en 1979 que le nucléaire civil était très dangereux. Et on a eu une chance énorme à Three Mile Island, dans un accident tout à fait analogue à Fukushima, mais qui n'est pas devenu une catastrophe. Où les gens, par leur intelligence, leur compréhension, par une chance inouïe, ont réussi à stopper les choses avant qu'il y ait ce que les Américains appelaient le syndrome chinois, le Chinese syndrome. James Fund a été devenu antinucléaire à ce moment-là, au moment de Three Mile Island. C'était l'idée qu'il pouvait y avoir des accidents tels que l'intérieur d'un réacteur fonde et traverse la Terre et aille embêter les Chinois. Et qu'ensuite les Chinois soient mécontents. Alors elle a tourné un film là-dessus qui s'appelle Le syndrome chinois. Et elle est devenue antinucléaire. Et c'est quelques mois plus tard qu'effectivement l'accident est arrivé à Three Mile Island. Mais les gens sont arrivés à éviter que ça transperce. Donc les savants, les ingénieurs savaient que ça pouvait se passer, mais ça ne s'était pas passé de façon grave. Alors on s'en fichait. Puis il y a eu Tchernobyl, mais Tchernobyl c'est un accident bureaucratique dans l'ancienne URSS et d'une nature un peu différente. Et je vous ferai remarquer que depuis Tchernobyl, il n'y a pas eu un seul accident nucléaire dans l'ex-URSS. J'ajoute que depuis Three Mile Island, en 1979, la population américaine, les médias, les associations
ont été tellement mobilisés et inquiets de ce qui s'est passé qu'il n'y a eu aucune centrale nucléaire construite aux États-Unis depuis 1979. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde le savait. Aucune centrale nucléaire aux États-Unis depuis 1979. Combien il y en a depuis ce moment-là en France? 58. On m'a demandé d'écrire un livre sur Fukushima, et c'est en l'écrivant que j'ai viré ma critique. C'est-à-dire, avant, j'étais très ami avec Georges Charpak, qui était un homme merveilleux, qui était plutôt pour le nucléaire. Et on m'a demandé d'écrire un livre le plus vite possible sur Fukushima, quand le 12 mars 2011, le lendemain, un copain de téléphone qui m'écrit ça en un mois. J'ai commencé par penser, il va le savoir, et puis comme je suis très très vaniteux, je l'ai fait. Et le livre est sorti effectivement 2 mois plus tard. Il croyait avoir un énorme succès d'imprimerie parce que le livre est sorti le 13 mai 2011. Alors, je ne spécifierai pas les initiales du monsieur, mais il se trouve que le 14 mai 2011, il y a un monsieur très célèbre qui a fait des bêtises dans un hôtel à New York. Et donc, mon livre a eu moins de succès sur le moment. Enfin, il s'est très bien vendu après, mais il était très mauvais, alors j'en ai fait un bon. Et à cet été, pendant que je faisais l'été 2011, je pensais à ce problème, j'analysais les données, je regardais ça, je me suis aperçu que tout le professeur important que j'étais, je ne connaissais rien du tout, hein, surtout centrale nucléaire, des problèmes de physique, mais aussi d'engineering, d'écologie, enfin c'est... Et brusquement, je me rappelle, en juillet 2011, j'ai viré ma cutie et je me suis dit, c'est pas possible, parce que toutes nos centrales sont faites de la même façon, elles sont toutes capables d'avoir le même accident qu'à Fukushima. Et là, je suis devenu violemment comme ça, je suis passé de l'autre côté, et voilà. Mais c'est simplement une question d'honnêteté intellectuelle. Je me suis dit, c'est pas possible que je continue à dire que le nucléaire, bon, ça, c'est tout bon, ça va, on résout dans tout, on se débrouille très bien avec n'importe quoi. Non, c'est faux, il faut cesser de mentir aux gens. Et je vais vous le lire à la fin. On a perdu déjà beaucoup de temps avec les porte-lumes, etc. Vous me pardonnerez, mais je vais vous lire des textes absolument extraordinaires, très courts, qui vont vous montrer que ça a une ampleur mondiale et vraiment c'est de la nature de l'homme, c'est l'éthique de l'homme qui est en question dans cette affaire. Alors, Fukushima, attendez. Fukushima, le 10 mars 2011, vous voyez que c'était très joli. Alors, je vais juste vous montrer là-dessus que les réacteurs 1, 2, 3 et 4, c'est ceux-là. Et les 5 et 6 de cette centrale sont plus hauts sur la colline. Alors ça, vous l'avez peut-être vu hier, mais je le précise. Et ça, c'est avant que se déclenche le tremblement de terre et que n'arrive le tsunami. Alors voilà le tsunami, juste à côté. C'est une photo assez impressionnante parce que vous voyez qu'il y a quand même, il fait 15 mètres le tsunami. Il y a 15 mètres entre ça et puis la route ici. Là, j'ai trouvé une photo prise par un amateur au moment du choc du tsunami sur le réacteur 4, hein, le plus en bas. Mais le tsunami arrive, ça fait ce choc, et donc c'est 1 heure plus tard que le tremblement de terre. Le tremblement de terre est arrivé, puis 1 heure plus tard, la vague est arrivée, et ça, c'est pas ça l'accident. L'accident, c'est que ça a complètement inondé, le tsunami a complètement inondé toutes les connexions électriques de la centrale, ça a coupé le courant, et ça a coupé les groupes électrogènes de secours, si bien qu'il n'y avait plus de pompes
pour pomper l'eau. On est dans une histoire de Shadok, vous allez voir, d'un bout à l'autre, il faut pomper. Et là, on n'avait plus d'électricité, on ne savait plus pomper, et on était très très embêtés. Voilà. Voilà les 6 réacteurs. Il y a 2 circuits d'eau, ça c'est des circuits chez nous, il y en avait qu'un au Japon, mais ça n'a aucune importance. Un circuit primaire qui va circuler l'eau ici, qui va chercher de la chaleur dans le combustible nucléaire ici, pour l'amener ici dans un échangeur qui la donne à un circuit secondaire où l'eau va faire tourner une turbine qui va donner de l'électricité. Alors voilà le schéma d'un réacteur. Ces réacteurs à haute sous pression ici, comme on a en France, comme il y a à Fessenheim, 150 fois la pression atmosphérique, une température de 300 degrés, et un flux primaire d'eau ici, parce qu'il faut vraiment, c'est ça, dites-vous qu'il faut tout le temps refroidir. Refroidir, c'est 2 choses, c'est emporter la chaleur qui est dégagée par le combustible nucléaire là, pour la récupérer et fabriquer de l'électricité, mais c'est aussi refroidir, parce que sinon on ne le faisait pas, ben, ce truc-là il se mettra à chauffer comme un fou, et il faut refroidir donc, le réacteur. Oui, l'eau a un double rôle, elle chauffe et elle refroidit le réacteur. Alors, et tout ça, ces choses-là, c'est des pompes. Très très compliqué, mais c'est vraiment une architecture, ça devient une cathédrale, il y a des assemblages de 500 kg, mais il y a 3 fois 75 tonnes d'assemblage comme ça, avec des tuyaux. Dans ces tuyaux, il y a des pastilles d'oxyde d'uranium et de plutonium, il y a des systèmes pour les faire bouger verticalement, il y a ce qu'on appelle des barres de contrôle pour modérer ou accélérer le fonctionnement du réacteur. Tout ça, c'est des choses très compliquées. J'insiste sur la complication de la chose parce que c'est une véritable cathédrale. C'est donc quelque chose d'extrêmement fragile. Et ces assemblages sont plongés dans une cuve. Alors là, vous voyez la cuve par en haut. C'est très beau. Parce que la radioactivité dans l'eau donne cette lumière bleue. Après ça, c'est évidemment, alors, tout ça c'est plongé, ça c'est vu verticalement, il y a à peu près 3 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Et voilà la cuve, c'est beaucoup moins joli quand on la voit comme ça, qui est remplie d'eau, avec ces dimensions que je vous dis, et qui remplit d'eau, et puis de tous ces éléments que je vous ai montrés. Alors, voilà le réacteur, et maintenant quel est l'accident? L'accident qui a des conséquences gravissimes, ça s'appelle la fusion du cœur. Le cœur, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cuve, qui n'est pas de l'eau, l'eau est là pour les fonctions que je dis. Et ça s'appelle en français, dans le langage des autorités nucléaires françaises, un accident nucléaire grave, la fusion du cœur. Et c'est écrit dans les documents de l'ASN, de l'IASN, de tout ce que l'IASN, de toutes les autorités nucléaires françaises, que c'est quelque chose qui a été complètement ignoré dans toutes les centrales qui ont été construites jusqu'à présent, sauf la centrale EPR, mais qui n'est pas encore construite. De toute façon, je ne sais pas quand elle le sera. Alors cet accident, qui est justement l'accident qui est arrivé à Three Mile Island, etc., et qui est arrivé à Fukushima, et avait été analysé dans un rapport au président des États-Unis par M. Rasmussen en 1974, donc avant Three Mile Island. Imaginez que le réacteur soit à l'arrêt. Par exemple, il peut y avoir une panne des pompes, ou bien tout simplement on peut l'arrêter en décidant qu'on va faire le maintenance. Eh bien, quand le réacteur est à l'arrêt, il y a toujours une puissance résiduelle énorme. Le réacteur, ça fonctionne parce que des neutrons vont bombarder des atomes d'uranium, vont faire des fissions qui donnent beaucoup d'énergie, etc., puis d'autres neutrons, des réacteurs jeunes. Là, je ne vais pas dans tous ces détails-là. Mais l'important, c'est qu'une fois qu'on a arrêté
ces neutrons, mettons des barres de contrôle, il n'y a plus de neutrons, mais ça continue de chauffer parce que dans les fissions ont été produits des éléments radioactifs, des éléments de fission radioactifs. La puissance résiduelle de ces produits de fission, elle est gigantesque. Si on arrête un réacteur, elle est juste à 1 minute après l'avoir arrêté, elle est de 200 MW. Alors, en venant dans le train, je vais quand même calculer. 200 MW, et ben, la puissance électrique moyenne de mon TGV était de 8 MW. C'est pas mal, 200 MW. Et donc c'est une puissance terrible, une chaleur terrible qui est là-dedans et qu'il faut évacuer. Et la seule façon de l'évacuer, c'est avec de l'eau froide qui circule. Et surtout dans les premiers instants, dans les premières heures. Et vous voyez que ça décroît avec le temps. Après une heure, il n'y a plus que 60 MW, après un jour 20 MW, mais c'est encore gros par rapport à un TGV. Alors, si on ne réfrigère pas, et vous voyez, c'est le cas à Fukushima. Fukushima, les circuits électriques étaient tous coupés, pas de connexion comme tout à l'heure ici, pas de connexion avec le circuit extérieur. Les groupes électrogènes étaient en panne parce qu'ils étaient dans les câbles, et ils étaient inondés, donc il n'y avait pas d'électricité. Et puis ça s'est mis à chauffer, et ça vous l'avez tous vu, c'est-à-dire qu'au bout d'un jour, le lendemain, le 12 mars à 15h10, on a vu ces explosions des réacteurs de Fukushima qui sont venues du fait que, comme il n'y a pas de réfrigérant, la température augmente très vite. Très vite, c'est 1 degré par seconde. Alors faites le calcul dans votre tête, ça veut dire 3600 degrés par heure. Alors ça ne va pas jusqu'à 3600 degrés, ça plafonne avant, mais quand même ça chauffe très très vite. Et alors les gaines en zirconium, zircalum, c'est le métal qui entoure les gaines de l'uranium, se déforment et fondent vers 900 000 degrés. Et là, elles libèrent des produits de fission volatiles et elles interagissent avec l'eau, parce qu'il y a de l'eau là-dedans, vous avez vu, il y a que ça, de l'eau. Ça interagit avec de l'eau, et c'est comme quand on est en classe de seconde et qu'on fait de la chimie, ça donne de l'hydrogène, et cet hydrogène s'échappe, et au contact de l'air va exploser. Au contact de l'oxygène et de l'air va exploser. C'est ça que vous avez vu, l'explosion de l'hydrogène avec l'oxygène, qui en plus dégage ces produits de fission. Alors le réacteur 4 lui était arrêté. C'est que 1, 2, 3 qui était en activité, le réacteur 4 était arrêté, mais néanmoins, il a reçu tellement d'hydrogène, et puis il y avait des piscines de refroidissement d'éléments, qu'il a explosé comme un fou. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vers 2000 degrés, les barres de contrôle, tout ça fond. Ça donne un magma, qu'on appelle un corium, du cœur fondu, qui fait à peu près 100 tonnes et qui est à 2800 degrés. Et ça s'arrête, la température est à 2800 degrés, exactement comme quand vous faites bouillir de l'eau, c'est toujours à 100 degrés tant que ça boue. C'est tout simplement ce genre d'effet. Mais voilà, nous on retrouvait avec à l'intérieur de la cuve, avec ce corium. Alors ça c'est à Three Mile Island quand ils ont pu mettre une caméra là-dedans 6 ans plus tard pour voir ce qui s'était passé. Ils avaient beaucoup refroidi l'extérieur et ils ont vu les restes de ce corium qui donc s'était solidifié, tout ça a été abîmé mais ça n'avait pas traversé. Et alors le scénario vraiment mauvais, alors ça, on appelle ce premier scénario, on appelle ça le meltdown, qui fonde à l'intérieur. Et puis il y a la suite, c'est perforation de la cuve, ça peut perforer la cuve, vous voyez, c'est dessiné ici.
ça perfore la cuve et se met le trou, ça prend entre 10 minutes et quelques heures. Et vous voyez, on est tout à fait dans les eaux à Fukushima, c'est ce qu'on a vu à la télé. Nous-mêmes, on est opérateurs. Et ensuite, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, le coriandre, c'est tonnes de magma, qu'il soit radioactif ou pas, c'est important pour la suite, mais pour ce qui se passe sur le champ, peu importe, l'important c'est qu'il soit des tonnes à 2800 degrés. Ça peut percer le radier, le béton qui est en dessous du réacteur, et puis pénétrer dans le sol et faire des trous dans le sol et surtout atteindre des nappes phréatiques. Et ça, on est complètement sans défense. Oui, je vais parler de Sierra Leone, ils étaient arrivés à tout refroidir avec des lampes, à l'incendie, etc. Ils avaient une rivière à côté et ils avaient évité que ça se trouve. Mais à Fukushima, ils n'ont pas pu le faire, pour d'autres raisons. D'abord, il y avait trop de choses qui se passaient en même temps. Ça a duré trop longtemps, parce qu'ils sont restés presque 8 jours sans électricité, et donc ils étaient obligés de faire venir des pompiers et pomper de l'eau dans la mer, enlever de l'eau salée, c'est encore pire. Mais on est sans défense une fois que ça pénètre le sol. Hein. Et ça va pénétrer le sol et les nappes phréatiques. Et une fois que c'est dans les nappes phréatiques, eh bien, vous avez des nappes phréatiques qui sont radioactives, qui sont polluées et qui sont contaminées, et elles le seront pendant 300 ans. Et vous n'y pouvez rien, et 300 ans c'est terrible, parce que l'eau, dites-vous que l'eau, c'est notre bien le plus précieux. On ne s'en rend pas compte, on croit que c'est l'air. Mais pas du tout. L'air, on peut purifier l'air, on peut se mettre des masques comme les affaires. Mais l'eau, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas faire d'agriculture, on ne peut pas boire, etc. On ne peut pas avoir d'animaux, etc. Il n'y a plus de vie possible. Et ça veut dire que la région en question, pendant 300 ans, elle ne peut plus vivre. Elle est morte. C'est en plein dans le cœur de l'Europe. C'est en plein dans le cœur de l'Europe, c'est axé sur le Rhin. Et la vallée du Rhin, entre Bâle et Rotterdam, c'est le cœur de l'activité européenne, c'est l'endroit le plus peuplé, la région la plus active, la plus productive d'Europe. On appelle ça la banane bleue. Vous avez cette carte là où c'est des frontières qui sont des tirtés jaunes. Vous voyez que c'est là juste en France, juste à la frontière. Il y a même un volcan, le Kaiserstuhl. Ici, pas loin, pour montrer que c'est dangereux. Et voilà, et c'est en plus sur la plus grande nappe phréatique d'Europe. Cette nappe rhénane, donc il y a 33 milliards de mètres cubes d'eau en France. Et autant en Allemagne. Enfin, c'est vraiment une nappe phréatique gigantesque et qui nourrit en plus qui hydrate cette région. Alors la zone sismique, finalement, là-dedans, je m'en fiche complètement, ça ne me préoccupe pas. Oui, je dis, elle est située dans un endroit qui est complètement fou, mais c'est absurde de mettre une centrale nucléaire à cet endroit-là. S'il arrive un accident nucléaire grave là, pour 300 ans, on a tué, on a poignardé le cœur de l'Europe. Et ça, c'est criminel. Je le dis, vous pouvez dire que je l'ai dit, c'est criminel de prendre ce risque-là. Des particularités. Fessenheim est alimenté par le Grand Canal d'Alsace. Elle est située sur le Grand Canal d'Alsace, ou plus exactement sous le Grand Canal d'Alsace.
car le grand canal d'Alsace, et ça beaucoup de mes amis ingénieurs ou physiciens ignorent que le grand canal d'Alsace est environ 9 mètres plus haut que le sol de l'intérieur de la centrale de Fessenheim. Ça déjà ça augure bien, hein, mais les gens qui ont construit ça, ils avaient drôle d'idée, parce que s'il y a la moindre fuite, eh ben, de l'eau, on en a autant qu'on veut, mais là où on ne veut pas. C'est-à-dire à l'intérieur de la centrale, là où justement ça a embêté les Japonais. Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si quelque chose se casse sur l'écluse en aval? Vous allez vidanger l'eau. Vous n'aurez plus d'eau de refroidissement pour refroidir vos installations nucléaires, hein, vos réacteurs. Et donc, vous n'avez plus d'eau pour refroidir. Donc, vous avez un très grand risque d'avoir une fusion de cœur. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est au milieu? Bon, au milieu, vous avez tout simplement, d'une part, de l'inondation. S'il y a une perforation, je vais vous montrer une photo qui est impressionnante là-dessus. Inondation, s'il y a une perforation du bord du barrage, et puis vous avez vidange d'eau de refroidissement. Alors là, vous allez voir d'une part. Alors ça, c'est en fait une photo qui a été prise en Louisiane. C'est un canal qui est à la largeur du grand canal d'Alsace. Alors c'est mouillé, là, c'est il y a 5 ans, là, quand il y a eu Katrina, ça s'appelait. Mais vous voyez ici ici le bord du canal, du barrage a lâché. Et donc tout s'écoule et s'écoule de façon assez tumultueuse. Et ça va aboutir. Alors ça c'est formidable, c'est même dû à M. Et quel est le comportement du réacteur quand il va être submergé par cette flotte qui vient du... oui, le réacteur lui-même, il y a la salle des machines ici, pour donner l'électricité. Ça c'est le bâtiment du réacteur, ça c'est le cœur du réacteur. Alors, ça c'est dans le réacteur, la cuve, vous la reconnaissez. Ça c'est une station de pompage. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, hop, si... Vous voyez, l'eau monte et vous voyez jusqu'à quel niveau l'eau monte. Alors ça, c'est dû, cette schématisation est due à M. Hatz et M. Rosenzweig. Et vraiment, on devrait la montrer davantage à messieurs les grands responsables du nucléaire qui parlent partout. Parce que ça, c'est impressionnant. Vous voyez un petit peu si vous avez un problème au niveau du milieu du canal. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez une rupture de barrage en haut? Mais on avait dit que la centrale, elle était à peu près à 10 mètres en dessous du niveau de l'eau ici. Mais le niveau supérieur, il est à 12 mètres au-dessus. C'est-à-dire que ça fait 22 mètres de dénivelé entre le niveau supérieur ici et puis le bas de la centrale ici. 22 mètres, mais c'est énorme, 22 mètres. Et alors, j'ai trouvé moyen, j'ai un copain qui a pu faire une simulation en hydraulique. Ici, vous avez donc, c'est de l'eau, autant T égale 0, elle est entièrement à gauche de ce truc, et on ouvre, et là, vous voyez qu'elle va s'écouler. Mais il y a aussi un déferlement de vagues en régime turbulent. Et maintenant, je vais vous dire que c'est à peu près à l'échelle, c'est-à-dire que si vous regardez ceci, vous voyez que ça va complètement, si vous ramenez ce niveau-ci à celui-ci, ça va complètement déborder, submerger la centrale. C'est tout à fait analogue à un tsunami. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est complètement turbulent. Il n'y a pas de moyen de voir
de belles vagues comme sur l'image d'avant. Alors, maintenant, je vous ai donné sur 3 exemples ce qui pouvait se passer à Fessenheim, étant donné la façon dont Fessenheim est construit. Et là, je vais maintenant dire ce que, après Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire a donné un avis et a prescrit un certain nombre de choses pour éviter qu'on ait trop d'embêtements là-bas. Mais auparavant, il faut dire que ces incidents qui dégénèrent en accident, hein, parce que le tsunami c'est un incident, c'est embêtant pour tout le monde, mais ça dégénère en catastrophe nucléaire. Eh bien, je vous ai noté 3 exemples avec le canal. Mais un avion peut tomber sur la centrale, il peut... à 3 Mile Island, il n'y avait pas de tsunami. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de canal, il n'y avait rien du tout. C'était que 2 valves qui n'avaient rien à voir l'une avec les autres, 2 robinets, des petits robinets, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. L'un sur le circuit externe, sur l'électricité, et l'autre sur le circuit interne, le circuit de contrôle de pression de l'intérieur du réacteur, s'était mis en panne en même temps. Et ça, c'est la conjonction de 2 éléments qui n'ont rien à voir dans un système complexe, et ça, tous les spécialistes des systèmes complexes vous disent c'est une cause d'accident absolument incroyable, mais qui arrive partout. Accident d'avion, regardez l'accident de l'avion Rio-Paris, avec ces pilotes qui ne se sont pas aperçus qui décrochaient, moi ça me renverse. L'usine AZF à Toulouse. Ceux qui comprennent le mieux ça, c'est les médecins, parce que le corps humain est un système très complexe. Et des petites conjonctions de choses complètement différentes peuvent déclencher des choses catastrophiques, des arrêts cardiaques, des arrêts, des dysfonctionnements, des accidents cérébraux, il y a des choses effroyables dans les systèmes complexes. Et donc, je vous ai donné 3 exemples avec ces canaux, mais il y en a des milliers d'autres. Et vous voyez, je dis que Fessenheim est construit d'une façon qui la rend vulnérable à n'importe laquelle de ces choses. C'est une centrale, c'est la seule centrale au monde qui a été construite à côté du Grand Canal d'Alsace, qui est très beau, hein, je suis d'accord, mais qui n'est pas une source d'eau naturelle, une source d'eau artificielle. Toutes les autres centrales sont sur des sources d'eau naturelles, des océans, Fukushima, le Pacifique, ça peut être sur la Loire, sur le Rhin, sur le Rhône, etc. Mais pas sur un canal comme ça. Donc, il y a toutes les raisons possibles et imaginables pour qu'il y ait un accident qui dégénère en catastrophe à Fessenheim. Alors maintenant j'en viens donc à qu'est-ce que dit l'ASN. Alors on va arriver un petit peu. Il faut renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013 afin d'augmenter sa résistance au thorium en cas d'accident grave avec percement de la cuve. Hein, parce qu'évidemment, on ne veut pas aller polluer la nappe phréatique et la nappe rénale. Hein. Et et puis il faut installer, et ça c'est plus tôt, et ça a été fait, je vous montrerai. Il faut installer avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant d'évacuer durablement la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. Ça c'est quand je vous ai dit s'il y a des fuites, hein, on n'a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour refroidir? Il faut trouver de l'eau.
Non, vous allez voir, l'EDF est plein de ressources de sagacité. Parce que le radier actuel, il fait 1,50 m. Alors là, il y a des discussions absolument dantesques sur l'épaisseur du radier, qui est en principe, vous voyez, cette épaisseur-là. Et là, vous avez la cuve, le bas de la cuve. Alors, vous avez l'impression qu'il y a un gros trou entre les deux, mais il y a tellement d'objets là-dedans, et puis il faut pouvoir se promener, etc., que le radier, ce qui est en béton actuellement, ça fait 1,50 m. Alors, le projet, c'est d'augmenter l'épaisseur de ce radier, de lui faire gagner 50 cm. Et M. Hatch m'a dit que c'était même 55 cm. Ça doit m'amener à 2,05 m. Donc, c'est complètement ridicule. À Fukushima, les radiers faisaient entre 3 et 6 mètres. Et ça a percé entre 1 et 3 jours. Donc là, vous voyez, 2 mètres, et pour faire ça, alors, pour avoir du temps, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? De faire un canal de transfert, un canal d'écoulement du corium. Et alors, vous voyez, on fait un trou ici, on perce un petit trou qui s'appelle un canal de transfert, de façon à ce que le corium qui tombe là, il va aller ici dans ce petit cagibi. Et on va aller le mettre dans le petit cagibi, il va se refroidir tout gentiment là. L'idée vient des réacteurs EPR qui, eux, ont une défense contre la fusion du cœur et créent ce qu'ils appellent un cendrier, c'est-à-dire c'est comme une coquille Saint-Jacques. Et sous le réacteur, vous avez une sorte de coquille Saint-Jacques en béton, où le corium tombe en haut et puis s'étale, et il s'étale sur 200 mètres carrés. Et alors, ils veulent faire un truc analogue. Alors là, ils ont des zones complémentaires d'étalement. Ça va être, ils disent 80 mètres carrés, mais quand on regarde de près, c'est beaucoup moins que 80 mètres carrés, alors que sur un EPR, c'est 200 mètres carrés. Il n'y arriveront jamais parce que ça va se remplir de corium et puis tout va être bouffé. Mais enfin, bon, en espérant qu'il n'y ait pas d'accident, ça simplifie les choses. Alors ça, c'est justement le schéma de PR où vous voyez le corium tombe là, ici, et puis ensuite va se mettre dans cette chambre d'étalement. Et c'est ça qu'on appelle, que moi j'appelle une coquille Saint-Jacques et qu'on appelle le cendrier. Donc c'est inspiré par ça. Et puis, l'ASN a dit qu'il faut installer avant le 31 décembre des dispositions de secours pour évacuer la chaleur en cas de perte de source froide. Où est-ce qu'on va trouver une source froide? Alors, eh bien, les gens de l'EDF se sont dit, bon, il faut que ça soit fait en décembre 2012. La source froide n'est tout près, c'est la nappe phréatique, elle est froide. Ils ont creusé un tunnel vertical, un puits, dans la nappe phréatique, et en disant là, on va pomper comme des Shadocks, on va pomper l'eau de la nappe phréatique, et ça va nous faire une source froide, une source d'eau froide si on a des problèmes avec le canal. C'est que c'est même plus nécessaire que le corium perce le radier pour polluer la nappe phréatique. Puisque le trou, il est déjà fait. Le trou, il est déjà fait. Donc il suffit que les produits radioactifs descendent dans ce trou-là, ils se foutent éperdument du radier, et il y a l'accès direct. On est vraiment, et donc c'était juste la partie amusante, mais ce n'est pas tout à fait ma conclusion, parce que je trouve ça, même si c'est drôle, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment du gag, quand on imagine que ces gens ce sont les responsables de la sûreté nucléaire du pays,
et de l'Europe, par la même occasion, je trouve ça absolument inadmissible, et j'ai prononcé un autre mot tout à l'heure que je suis pas loin de recommencer de prononcer. Et je voudrais vous lire, en guise de conclusion, 4 textes. D'abord, vous rappelez qu'il y a 8 jours, l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a publié un texte disant que s'il y avait un accident nucléaire grave en France, ça coûterait 430 milliards d'euros. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon gros, t'as pas mis tes lunettes, t'as pas mis les bonnes. Ils ont dit millions et pas milliards. Bon, ils se sont trompés. Puis je regardais un truc à côté, c'était encore milliards. Puis je regarde sur je téléphone à mes copains avaient fait déjà d'autres calculs avant. Et c'est vrai, si sur nos 58 réacteurs, il y en a un qui crasse, ça coûtera 58, enfin disons sur nos 19 centrales, il y en a une qui a un problème nucléaire grave, ça coûtera 430 milliards d'euros. Maintenant, ensuite, on nous bassine avec la dette, qui est je ne sais pas combien, 1200 milliards, avec le budget de l'État qui est 1500, 1600 milliards d'euros. Et on se dit, mais dans quel monde on est l'IRSN dit ça, dit s'il y a un accident, ça coûtera 430 milliards d'euros. Et quelle est la conclusion de l'IRSN? La conclusion de l'IRSN, c'est donc il faut faire une protection accrue, il faut être extrêmement vigilant sur les mesures de protection. Moi je dis, surtout il faudrait arrêter tout ça parce que ça coûtera beaucoup moins de milliards d'arrêter, d'être sûr qu'il y a rien. Alors, je vous lis, et ça m'a beaucoup ému, les 3 conclusions qu'il y a eu à la suite des 3 accidents de Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Three Mile Island, c'est un monsieur qui s'appelait Kevin Link, un professeur de MIT, qui a été chargé par le président des États-Unis de faire un rapport, et qui a dit dans son rapport, si nous voulons prévenir des accidents nucléaires aussi graves, il faut effectuer des changements radicaux dans les procédures d'organisation, dans les pratiques, et plus que tout, dans la façon de voir et d'agir de la NRC. La NRC, c'est la Nuclear Regulatory Commission, qui en français s'appelle l'ASN. Et il termine son texte en disant après de nombreuses années d'exploitation des centrales nucléaires, la croyance que la sécurité de nos centrales nucléaires est suffisante s'est transformée chez les Américains, chez nous, en une certitude. On était tellement, on croyait que tout marchait très bien, qu'on est devenu sûr qu'il n'y avait pas de problème. Eh bien, cette attitude doit être modifiée. C'est notre société qu'il faut changer. Il faut savoir que la puissance nucléaire est potentiellement dangereuse de par sa nature même et qu'il faut continuellement se demander si les systèmes de protection déjà en place suffiront à prévenir des accidents graves. Donc, critique de leur façon d'être, ça c'était en 79-81, de leur façon d'être, de la société américaine. Tchernobyl. En 88, le physicien Valéry Legasov, membre de l'Académie des sciences, qui était un très grand physicien nucléaire, un haut fonctionnaire soviétique, se suicide en voyant la manière dont l'accident a été géré, et il se suicide après avoir publié à titre posthume un article dans la Pravda où on lit tout ce système de décision, dépourvu d'un collaborateur scientifique répondant personnellement de la qualité des appareils et des opérations, conduit à une absence totale de sens des responsabilités. L'accident était le paroxysme de triomphe de toute cette mauvaise gestion qui avait régné dans notre pays depuis des dizaines d'années.
Un an après, c'était la perestroïka et le pauvre Ilyasov était mort. C'est très très émouvant de voir ce jugement porté. Vous voyez, on est en train de parler du nucléaire, on dit nucléaire, ça doit être rien du tout par rapport à des tas d'autres choses. Le japonais Kurokawa, le 6 juillet 2012, dans son rapport pour le Parlement, il a commencé par qualifier Fukushima de désastre made in Japan. Ses racines profondes, dit-il, proviennent d'usages et de comportements profondément ancrés dans la culture japonaise. Ces causes fondamentales sont notre conditionnement à l'obéissance, notre réticence à remettre en question l'autorité, notre attachement à nous conformer au programme fixé, notre mentalité de notre groupe et notre insularité. Si d'autres Japonais avaient été aux mêmes commandes que ceux qui maintenant portent la responsabilité de cet accident, le résultat aurait bien pu être le même. Nous devons au monde une explication de pourquoi cela pouvait se produire au Japon. Et vous voyez trois conclusions qui sont exactement la même chose dans trois sociétés complètement différentes. Trois sociétés où le mode de vie, la structure politique, sociale, tout ça est complètement différent et c'est la même chose. Remettons en cause ce que nous faisons et notre façon de fonctionner, c'est très grave. Et je dirais, est-ce que nous voulons faire un désastre made in France avec des conséquences encore beaucoup plus catastrophiques parce qu'avec effectivement 19 centrales et puis 430 milliards, je trouve ça complètement fou. Alors, je répète, il faut stopper Fessenheim, pas seulement Fessenheim, immédiatement. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à toutes les questions qui restent, et il y en a beaucoup. Je ne crois pas du tout à la fusion thermonucléaire, à ITER et tous ces trucs-là. Ça viendra peut-être dans 300 ans, mais ITER, j'y crois pas. Alors, le nucléaire fission, je suis absolument, violemment contre les réacteurs à eau, comme ça. Et je crois que dans la génération 4, il y a deux types de réacteurs qui sont acceptables sur le papier, dont les réacteurs à sel fondu, sur lesquels c'est sur ceux-là que je parierais s'il fallait que je parie. Mais je ne peux pas. Vous savez, je crois que le 21e siècle ne sera pas nucléaire. Il a fini d'être nucléaire. Le 22e siècle sera peut-être nucléaire. Moi, il existe, sur le papier en tout cas, des réacteurs qui n'ont pas le problème de fusion du cœur et de tout ce que j'ai dit, mais tous les réacteurs qui produisent de l'électricité au monde sont de ce type-là. C'est pour ça que je n'ai parlé que de ça. Tous les Français ils sont tous pareils, et tous les réacteurs japonais, il y en a deux types, les réacteurs suédois, russes, il y a aussi ceux qui, comme de moins en moins, qui sont en graphite, comme le réacteur Tchernobyl, et ce qui servait à faire des militaires. Et qu'est-ce que vous pensez de l'EPR au niveau de la sécurité? Parce que c'est soi-disant le fleuron de notre industrie nucléaire. Oui, j'aimais beaucoup l'EPR au début de sa conception, et quand il coûtait 4 fois moins cher que maintenant, et qu'on nous disait qu'il serait déjà en fonction maintenant. Et au niveau de la sécurité? Alors, pour l'idée du cendrier, je trouve ça épatant, hein, c'est vraiment formidable. Mais le double dôme pour éviter les crashs d'avion, il y a des tas de trucs de sécurité sur l'EPR. Mais le problème, c'est qu'il y a manifestement des difficultés de construction. Alors,
attendons là aussi, parce que les Chinois, eux, ils sont en train de construire 2 EPR et ça marche très bien, alors que l'EPR des Finlandais a des gros problèmes et l'EPR de Flamanville en a de gros aussi. Oui, à propos de l'EPR, je voudrais rappeler que les ingénieurs Siemens, avant que Siemens ne se retire de la coopération avec Areva, ont signalé le problème qui peut devenir grave de la condensation d'eau sur le revêtement en céramique. L'explosion de vapeur, absolument. C'est un très très gros problème. L'explosion de vapeur, c'est quand le corium, à 2800 degrés, arrive au contact d'eau. Alors cette eau, elle peut être une flaque d'eau, mais ça peut être de l'eau, c'est juste qu'il y a plus vache, c'est quand c'est de l'eau qui est dans du béton. Parce que le béton est plein d'eau. Enfin, il y a beaucoup d'eau. Et alors, il y a des tas de théories. Et évidemment, les gens de Fessenheim disent, au contraire, ça facilite les choses. Et les gens de BR disent, c'est terrible, c'est le plus grand danger. Vous avez raison de le mentionner, le plus grand danger, c'est le risque d'explosion de vapeur. C'est un truc qui s'est produit. La deuxième explosion de Tchernobyl, il y a eu 2 explosions presque simultanées. C'était une explosion de vapeur corium contre l'eau qui était là. Sur la gestion des déchets, et vu que dans quelques années le laboratoire ce qui est maintenant le laboratoire de Bure va devenir le centre d'entreposage des déchets pour des centaines et des milliers d'années, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour un enfouissement profond des déchets, ou bien comme certains disent d'attendre qu'il y ait des nouvelles solutions techniques qui On va répondre le plus vite possible. Je pense que la question des déchets est une question qui est absolument pas résolue. On a été très embêtés quand on a vu que Obama avait retiré l'agrément pour Yucca Mountain. Il y avait dans le Nevada une région qui était domaine fédéral des États-Unis, où ils avaient fait des essais nucléaires dans les années, à la fin des années 40. Et c'était un endroit formidable pour entreposer des déchets dans des montagnes, enfin, j'y suis allé, je connais. Et puis, sous la pression, et d'ailleurs ça c'est une chose à méditer, sous la pression de quantité appelons ça des lobbies, ou des associations, etc., Obama a dit non, on ne peut pas entreposer de déchets et Yucca Mountain. Et là, ça a été, tout le monde a été convaincu que c'était la fin pour longtemps, de la question du stockage des déchets. Alors en France, vous voyez, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas faire autre chose que de les accumuler de plus en plus, et peut-être qu'un jour, la Belgique a un désert, elle va louer son désert, comme j'ai vu qu'il y a quelques jours, le Qatar a acheté 6 îles grecques pour aider les Grecs, et ben, il y aura peut-être quelqu'un pour acheter un désert, pour mettre des déchets radioactifs. Alors, c'est pas complètement noir dans la mesure où on a des méthodes physiques très prometteuses pour, je le disais tout à l'heure, incinérer de façon nucléaire, faire brûler de façon nucléaire des déchets nucléaires. C'est-à-dire réduire le temps de... Oui, réduire le temps de vie des radionucléides à benzoïdes, enfin des choses qui les rendent non dangereux. Même les brûler complètement, enfin, les détruire complètement, les ramener à des éléments tout à fait ordinaires. À mon avis, ça c'est une chose qui se fera. Il y a eu un prototype en Belgique à Ginève. Le projet lui-même est financé à Miravro, à Mira, à Ginève. C'est près de, je ne sais plus quelle ville, Ginver. Vous trouvez ça sur le web si vous cherchez. Mira, M-Y-2-R-H-A. C'est une collaboration franco-belge sur l'incinération des déchets. Mais il y a d'autres, c'est comme les réacteurs à symphonie aussi, qui peuvent
permettent de détruire les déchets nucléaires. C'est un très gros problème. Vous avez peut-être vu que la centrale, enfin, je ne sais pas si on appelle ça une centrale, l'usine de Hanford dans le Washington, près de Seattle, qui est vraiment le centre de nucléaire militaire américain, il y a plus de nucléaire là-bas que dans tout le reste du monde. Et ça commence à fuir de partout, et les Américains sont extrêmement inquiets à cause de leurs déchets nucléaires. Ils ne savent pas quoi faire. Et des déserts, ils en sont. La question du thorium, c'est qu'il y en a beaucoup plus que l'uranium, notamment en Inde, où là, ils sont très riches en thorium. Et le thorium étant plus léger que l'uranium, pour une histoire de physique nucléaire qui est presque de l'épicerie, ça produit des radionucléides, des éléments radioactifs moins dangereux que l'uranium. Donc, on serait très content d'utiliser du thorium. Il y a une difficulté technique, une pratique physique à utiliser du thorium. Il faut passer par une espèce de chaîne qu'on ne savait pas faire dans les années 1930 et qu'on sait faire maintenant. Donc avec les réacteurs à salle fondue, on saura faire ça. C'est prévu, c'est très bien. Et donc le thorium, je vous dis, ça a comme avantage d'être plus abondant et de donner moins de déchets dangereux. Non, alors, voilà, doucement, je laisse la parole. À quoi ça sert d'imaginer encore des nouveaux systèmes sans qu'il n'y ait pas de problème, cette fondue, etc. Quand on sait qu'il suffirait de changer nos habitudes et d'opter notamment en passant par la sobriété, par l'efficacité et par un panel d'énergie qui sont là pour. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. À ce moment-là, on dit tous non au nucléaire, point. Je pense. D'accord. D'accord. Non, mais vous m'avez dit, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des réacteurs qui sont moins dangereux que ce qu'on a chez nous? Il y en a qui sont beaucoup moins dangereux, mais ils coûtent très très cher et ils ne seront en marche que dans 50 ans ou 60 ans. N'oubliez pas la Chine. Et oui, je ne pose pas les questions de la même façon. Ou dans le Sahel. Moi, je suis très sensible au Sahel. Moi, j'aime beaucoup la Chine, mais le Sahel, vous imaginez, tous ces gens, il faut quand même leur apporter quelque chose. Il y a du soleil dans le Sahel. Ah oui, on est d'accord qu'au Sahel, on ne va pas mettre de nucléaire, on va utiliser le soleil. Mais l'argument de dire, bon, on va un peu économiser, etc., il n'est pas valable partout. Et il faut avoir une vision humaine plus globale, plus sphérique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je suis d'accord avec vous. Évidemment, le gaspillage, je trouve ça effroyable. Le gaspillage, comme je le vois, on commence à apparaître. Vous voyez, Hollande, il a fait des choses. Il a fait éteindre les lumières des grands magasins la nuit. Mais en Amérique, la nuit, c'est affolant le gaspillage qu'il peut y avoir. Oui, dans tout le monde développé. Songez qu'un Américain moyen consomme presque 20 fois plus d'énergie qu'un habitant du Sahel, qu'un habitant du sud-est asiatique ou qu'un Africain. C'est absolument inadmissible, ça. Il faut qu'une certaine... Oui, il faut penser aux autres. Et là, on est très coincé avec cet argument. C'est très dur. Hein, je ne suis pas économiste, mais c'est très dur. Pardon, quelqu'un disait... Oui, je disais que ce n'était pas une raison pour que... moi, je vois ce que dit monsieur, pour encourager à ce qu'en Chine ou en Inde, ils aient les idées de développer à tout prix le nucléaire, etc. Ils peuvent aussi s'éclairer autrement. Ben, vous savez, les Chinois, ils ont tellement de charbon
ce moment-là, ils développent le charbon. Et je vous dirais que pour moi, la pollution, le réchauffement climatique est un danger immédiat, probablement beaucoup plus important que le danger nucléaire, parce que sur le danger nucléaire, regardez, on est tous là à regarder, et il y a très très peu d'énergie nucléaire utilisée dans le monde. Alors que le charbon, ça y va. Et le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'abominable. Moi, j'ai des petites filles qui ont une dizaine d'années, 10-15 ans, et ben, elles vont vivre dans une atmosphère complètement irrespirable, avec des températures, avec une montée des océans, des choses qui sont impensables. Je trouve ça abominable. Alors on est tous écolos, il faut aller à fond. Oui, mais le nucléaire, s'il y a une explosion de ça, c'est des dangers pour toute l'humanité. Le charbon, on l'est autant. Hein.